À partir du 17 mars et jusqu'au 7 avril, 15 enfants biélorusses qui vont venir en France, des enfants convalescents, très défavorisés. Ils ont entre 8 et 12 ans et ils vivent dans la région contaminée de Gomel. Bonsoir au docteur Sureau, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes la présidente de l'association Espoir à Tchernobyl à Voisins-le-Bretonneux et c'est grâce à vous, grâce à votre association, que ces enfants vont pouvoir venir dans des familles d'accueil. Ils auront tous des familles d'accueil. Aujourd'hui, vous avez trouvé des familles pour les recevoir. Oui, tout à fait. Nous avons suffisamment de familles, mais c'est vrai que maintenant, nous avons des groupes plus étroits qu'il y a une dizaine d'années. Il est plus difficile aujourd'hui de les trouver, ces familles d'accueil ? Sans comparaison, absolument. Qu'est-ce qui explique ? Je pense que Tchernobyl, c'est loin. Il y a eu un regain d'intérêt, entre guillemets, suite à la catastrophe de Fukushima. Mais maintenant, effectivement, cette catastrophe a plus de 20 ans. Et donc, nous avons de plus en plus de difficultés à avoir des gens disponibles. Alors, ces enfants qui vont venir en France et qui viennent depuis une vingtaine d'années, l'association que vous avez fondée a été fondée il y a une vingtaine d'années déjà. En 1990, exactement. Donc, vous avez mené un travail depuis de nombreuses années. Les enfants qui vont venir sont là pour justement penser à autre chose. Ils sont là aussi pour des soins. Qu'est-ce qui motive la venue de ces enfants ? Alors, dans les enfants qui viennent, dans les 15, aucun n'a de soins sur place. Par contre, ce sont des enfants qui sont convalescents. Donc, ils ont tous eu une leucémie, un cancer, et ils ont besoin effectivement de chaleur, de bon air, et de manger autre chose que de la nourriture contaminée, puisque ce sont tous des enfants qui vivent dans la région de Gomel. Voilà, on voit quelques images, non pas de la région de Gomel, mais la région de Pripyat, du côté de Tchernobyl, des images à l'heure actuelle de cette ville fantôme. 30 ans bientôt après la catastrophe, la région est toujours contaminée, il y a toujours des conséquences. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, on en parle peut-être moins, ça paraît très loin, mais aujourd'hui encore, le site est contaminé, toute la région est contaminée. Oui, la région de Pripyat est interdite à la population, quoique certaines personnes y soient retournées pour y vivre, mais surtout d'autres régions qui sont habitées, comme la région de Gomel, en Biélorussie, et sont tout à fait contaminées, et les gens mangent les produits de cette terre. Donc il a des conséquences sanitaires sur la santé de toutes les personnes qui y résident. Évidente, mais personne n'a accès aux informations. Bien entendu, en Biélorussie, comme en Russie, les informations ne filtrent pas. Dans la mesure où il n'y avait pas de registre précédent, nous n'avons pas de moyen de comparer les choses. Ceci étant, nous savons que certaines pathologies qui sont développées 4 à 5 ans après la catastrophe, comme les cancers de la thyroïde chez l'enfant, qui n'existent pas dans des régions non contaminées, se sont développées, accrues et maintenant ont diminué, et nous n'en avons que très peu maintenant. Quelles sont les maladies aujourd'hui les plus fréquentes et qui sont développées justement, que vous évoquiez ? Ce sont surtout des carences en vitamines, des carences face aux maladies immunitaires ou infectieuses, et des cancers ou des leucémies. Ce que vous mettez en avant via votre site internet, où j'invite les téléspectateurs à se rendre pour avoir beaucoup plus d'informations, l'adresse va s'afficher ainsi qu'un numéro de téléphone, c'est ce témoignage, ces témoignages recueillis en Biélorussie, les Biélorusses qui déclarent qu'ils vivent quelque chose de pire que la guerre, parce que là c'est totalement invisible et inconnu. Absolument. C'est des témoignages que vous avez entendus, recueillis, vous êtes rendu des fois aussi sur place ? Oui, je suis allée très régulièrement, j'y vais moins maintenant, d'autres personnes de l'association y vont, mais ce sont des témoignages poignants parce que les gens vivent ça comme une injustice, et ils sont très touchés de voir des personnes qui s'intéressent à leur sort et se sentent extrêmement isolés face à cette menace invisible. Donc ça veut dire qu'aussi psychologiquement, ce sont des populations très fragiles ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a cette menace au quotidien et que ça empêche de vivre tout simplement normalement. Complètement. L'OMS a d'ailleurs reconnu cette difficulté psychologique qui a un retentissement sur le corps. La situation à l'heure actuelle, avec la création d'un nouveau sarcophage qui a d'ailleurs longtemps traîné, il a été difficile de mobiliser des fonds, et récemment on en a reparlé dans l'actualité de Tchernobyl, pas seulement parce que c'est aussi l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, mais aussi parce qu'au moment des travaux du sarcophage, les travaux qui se poursuivent, il y a un toit d'un bâtiment annexe qui s'est effondré aussi, et des inquiétudes qui sont ressurgies. Vous êtes inquiète aussi, vous, pour la population qui est sur place, et éventuellement des choses qu'on ne saurait pas et des inquiétudes qu'on pourrait avoir avec de nouvelles contamination ?
Alors Tchernobyl est en Ukraine, donc c'est un petit peu différent effectivement de la Biélorussie. On a davantage d'informations. Néanmoins, il est certain que tout ne filtre pas. Bien sûr, il peut persister une inquiétude sans être trop énorme non plus, parce que la communauté internationale donne de l'argent pour le sarcophage, mais surveille quand même les travaux. Mais il a été difficile de retrouver tous ces fonds justement pour permettre la construction du sarcophage. Ça a beaucoup traîné à l'époque, ça avait été construit dans l'urgence, tout le monde le dit, tous les spécialistes le disent. Et puis il a fallu attendre bientôt 30 ans pour que des nouveaux travaux débutent pour isoler ce réacteur qui avait explosé. Vous agacez, comment vous réagissez quand vous voyez que les politiques peut-être parfois ont du mal à mettre la main à la poche sur des dossiers si importants pour protéger aussi des populations? Oui, je crois qu'on peut n'être qu'agacé, effectivement. C'est fort dommage, mais ce n'est pas le seul scandale avec les politiques, malheureusement. Au-delà de tout ça, il y a eu une manifestation ce week-end des opposants au nucléaire qui ont manifesté à travers Paris, qui ont créé une chaîne de solidarité pour dénoncer l'aptitude aussi des politiques qui continuent à développer le nucléaire. Vous les soutenez, vous les comprenez en tout cas ? Je crois que je les comprends. Maintenant, nous avons dès le départ fondé l'association sur un contexte de prise de position que nous ne ferons pas face au nucléaire. Néanmoins, le nucléaire est fort utile, mais fort dangereux. Donc je crois qu'il faut avoir une attitude raisonnable et essayer d'envisager des catastrophes, puisque nous voyons aujourd'hui qu'elles sont toujours possibles et qu'elles ont une ampleur énorme. Et malheureusement, l'exemple de Fukushima est vraiment fort inquiétant. Vous ne voulez pas prendre position, en tout cas, sur l'arrêt ou non du nucléaire, même en tant que médecin aussi ? Non, parce que je connais aussi en tant que médecin justement les bons côtés du nucléaire. Les autres applications du nucléaire. Absolument. Au-delà des catastrophes qui font forcément toujours la une et qui font forcément aussi beaucoup de dégâts, et c'est pour ça que vos associations sont très importantes pour aider toutes ces différentes populations face aux abus, aux excès qui ont pu être faits, au manque de sécurité sur certaines zones. Comment vous intervenez aussi d'une autre manière? Parce que les enfants viennent en France, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres actions que vous menez aussi. Vous envoyez du matériel médical, par exemple. Tout à fait. Nous aidons les médecins et les soignants sur place. Nous prenons un médecin en formation à l'occasion du séjour des enfants parce qu'ils ont besoin de formation complémentaire. Et nous avons une petite fille qui revient pour la deuxième fois, qui a été opérée d'une malformation grave et qui vient donc pour envisager la deuxième phase de l'opération. Elle vient en plus du groupe parce qu'il faut qu'elle reste à chaque fois davantage pour avoir des soins en collaboration avec des médecins bénévoles. Vous savez combien d'enfants vous avez réussi à aider depuis une vingtaine d'années que l'association existe? J'aurais dû tenir les chiffres, c'est sûr, plus de 2000, probablement plus de 2000, pardon. Mais effectivement, au travers d'un enfant, nous aidons toute une famille, les frères et sœurs, les grands-parents. C'est une action en fait qui fait tache d'huile. Il y a des contacts que vous gardez au fil Oui, du toujours. temps? Toujours. Les familles gardent des contacts, pas toutes bien sûr. Les familles gardent des contacts. Nous avons des contacts avec l'association qui nous choisit les enfants et nous suivons toujours ce que deviennent ces enfants. Nombre sont des jeunes maintenant, ont un travail et nous avons toujours des lettres de remerciement via Facebook. Parce qu'ils nous retrouvent via Facebook, pour certains qui avaient été perdus de vue, et envoient des messages extrêmement touchants de combien l'intervention de l'association a été utile dans leur vie. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre association ? Un appel d'une personne ukrainienne au départ, rencontrée à l'occasion d'une course de voile. Et c'est ça, c'est un déclic que vous avez eu, où vous vous êtes dit il faut qu'on les aide, il faut qu'on crée une structure pour les aider, faire venir ces enfants, aller les aider aussi sur place. Tout à fait, nous avions conscience que les politiques ne pouvaient pas tout faire et que le terrain était totalement miné. Et nous nous sommes dit avec quelques amis que là on pouvait intervenir au plus près des familles. Ça a été notre souhait de ne pas fonctionner dans ce qui est étatique, mais de fonctionner plutôt sur le médical, sur le social. Ça a toujours été la ligne de l'association et je pense que c'est une ligne que nous allons continuer parce que c'est là qu'on aide vraiment les gens au plus près. Il n'y a aucune déperdition d'argent. Si vous vouliez passer un message ce soir, s'il y avait un message important à faire passer, ce serait quoi? De ne pas oublier ces enfants, voilà, et de nous rejoindre, d'aller sur le site, d'imprimer le bulletin d'adhésion et de nous rejoindre. Plus nous serons, plus nous aurons de force.
Et donc une quinzaine d'enfants biélorusses qui vont venir en France à partir du 17 mars. Ils seront dans le département des Yvelines ou c'est à travers toute la Certains France? oui, d'autres sont dans le reste de la France. Grâce à votre association Espoir à Tchernobyl, le site internet, le numéro de téléphone qui s'est affiché. Merci au docteur Suiro d'être venu sur ce plateau parler de son action engagée quasiment au lendemain de cette catastrophe de Tchernobyl dans le 86. Nous continuons le 7-8 en ce 13 mars. La chronique culture dans un instant avec Aurélia de Bissy, le temps d'un détour par Versailles, capitale du jeu vidéo, le temps d'une soirée.